Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 20e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un roman anglais, évidemment Martha, de l'autrice Meg Mason. C'est un récit atypique qui traite de santé mentale avec beaucoup de justesse, un peu de mélancolie, mais aussi beaucoup d'humour, tout en racontant une histoire d'amour à l'envers, en commençant par le divorce. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai un peu la suite de ma convalescence de page blanche, avec toujours la réécriture de mon premier manuscrit qui s'éternise, et surtout la question à 10 000 sesterces, quand est-ce que je lâche le bébé pour l'envoyer aux maisons d'édition que j'ai repérées. Mais on commence tout de suite côté lecture avec ce roman, donc évidemment Martha, de l'autrice britannique Meg Mason. C'est un livre que j'ai lu assez récemment, et une découverte que j'ai faite tout à fait par hasard en me baladant dans les rayonnages anglophones de la librairie. J'ai eu à la fois un coup de cœur pour le magnifique titre en anglais, Sorrow and Bliss, qui pourrait être traduit par chagrin et joie ou chagrin et bonheur, que je trouve, juste la sonorité de ce titre, je le trouvais intriguant et en même temps très poétique. Et donc le titre en français, c'est évidemment Martha, puisqu'il est sorti en français aux éditions Le Cherche Midi en mai 2022, là, donc il n'y a pas très très longtemps, avec une traduction d'Anne Lebeau. Pour ma part, j'ai donc lu la version en anglais. Et donc j'ai lu ce livre un petit peu par hasard et ça a été un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Voici le synopsis. Martha est une londonienne issue d'une famille bohème, un peu déjantée. Sa mère est sculptrice, son père est poète, aucun des deux ne gagne le moindre argent. Et ils vivent tous aux dépens de sa tante richissime. Et Martha souffre depuis ses 17 ans d'un mal psychique mystérieux qui n'a pas de nom. Elle dit que le premier jour de ses examens de fin de lycée, l'équivalent du bac, je cite, « une bombe a explosé dans son cerveau ». Et depuis, elle lutte contre des épisodes de dépression intense, tout en portant sur sa vie rocambolesque un regard plein d'humour. Et quand le roman démarre, Martha vient juste de divorcer de son grand amour, et elle remonte le temps jusqu'à leur rencontre dans l'enfance, puisqu'ils se sont toujours connus, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé à la fois dans son couple et dans sa propre tête à elle. C'est donc un roman avec une chronologie un petit peu inversée qui remonte le temps, et une histoire vraiment poignante, pleine de lumière et aussi, heureusement, parce que sinon ça pourrait être très lourd, pleine de pointes d'humour délicieusement british d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce roman ? Tout d'abord parce que, comme je vous le disais en introduction, c'est une histoire très inhabituelle, sous plein d'aspects. Tout d'abord, cette histoire d'amour qui est quand même au centre du roman, qui est une histoire d'amour très inhabituelle parce qu'elle commence avec un vieux couple, entre guillemets. Je crois au début du roman, elle a peut-être 40, 45, je sais pas, dans ces eaux-là. Ça fait longtemps qu'elle est mariée avec son mari, qu'elle connaît donc depuis l'enfance, parce qu'en fait c'était un ami très proche c'est le meilleur ami de son cousin, donc voilà, elle l'a vu à chaque fête de Noël depuis qu'elle est petite, etc. Et on commence par apprendre que ce couple, que donc tout le monde connaît, tout le monde trouve très rigolo, ce couple divorce. Pour elle, évidemment, c'est à la fois une circonstance très triste et en même temps, elle décrit très très bien, la narratrice, en quoi elle ne pouvait plus supporter cet homme qu'elle a tant aimé. Et finalement, ça parle autant de chagrin d'amour que de désamour. Et suite à cet événement-là, qui est un petit peu l'événement déclencheur du roman, mais dans un ordre complètement désorganisé, on a une chronologie qui est déstructurée avec des retours en arrière et à nouveau des passages dans le présent. Et j'ai trouvé que cette structure déstructurée, c'est le cas de le dire, fonctionne super bien, c'est très clair, on n'est jamais perdu dans le récit. Et au contraire, ça construit une espèce de suspense parce que, évidemment, comme vous en doutez, quand elle raconte la rencontre avec ce jeune homme, d'abord c'est un enfant quand ils se rencontrent, ensuite ils deviennent adolescents, ils se tournent autour, ils se ratent.
on suit toute l'histoire d'amour à travers les années, même les décennies. Et en fait, c'est terrible parce qu'on a vraiment très, 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 très envie qu'ils se mettent ensemble. Et en même temps, on sait, parce qu'on a lu le début du roman, qu'ils vont divorcer et que ça sera terriblement triste. Et en même temps, comme une espèce d'évidence, comme s'ils n'avaient pas le choix, que de toute façon, l'histoire, elle devait s'arrêter là. Et donc, pendant tout le livre, on continue à lire, et moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire de ça, l'autrice, Meg Mason? Comment est-ce qu'elle va transformer cette espèce d'aspect inéluctable de la fin de la relation? Alors, je veux absolument pas vous spoiler. En vous disant qu'ils ont divorcé, évidemment, je vous spoile pas parce qu'on le sait dès le début. Mais en tout cas, je peux dire qu'elle a réussi, selon moi, à apporter un regard très original, très novateur sur ce que c'est que l'amour, que le cycle d'une histoire d'amour. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, je trouve un récit extrêmement subtil et très poignant. Et pas du tout déprimant au sens oh mon Dieu, c'est comme si on regardait Titanic, on sait qu'on va pleurer un bon coup. Ou peut-être justement un petit peu comme Titanic, parce qu'on a envie de pleurer un bon coup. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'histoire de ce chagrin d'amour, c'est aussi avant tout l'histoire d'un amour, et c'est très très joliment raconté. Et aussi, c'est très réaliste. De plus, cette chronologie déstructurée, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est ce que j'essaye de faire dans mon deuxième manuscrit, alors pas celui dont je vous parlerai plus tard dans l'épisode que je suis en train de réécrire, mais un deuxième manuscrit que j'ai, j'ai 2 projets un petit peu en parallèle, et le deuxième, j'ai vraiment voulu jouer avec cette chronologie déstructurée, et donc ça m'a beaucoup intéressée de voir comment elle avait fait l'autrice pour jouer comme ça avec ces passages entre le passé et le présent. Et quelque chose d'autre que j'ai adoré observer dans sa façon d'écrire, c'est cette immense économie de moyens dont elle fait preuve par moments et qui est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que parfois, plus la scène va être chargée d'intensité dramatique et moins elle va dire de choses. C'est-à-dire qu'elle fait des très grosses ellipses ou alors elle va faire des paragraphes très 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 courts. Il y a une scène qui va faire 3 lignes. Des espèces de fulgurances comme ça où en très très peu de mots, parce qu'elle a réussi à tout mettre en place émotionnellement avant, dans les chapitres précédents, en quelques phrases, boum, on se prend une espèce de vague d'émotion dans la tronche. C'est hyper impressionnant comme elle arrive à faire ça. Et ça m'a donné envie de relire ses passages et de regarder comment elle avait fait. C'était hyper efficace. Donc ce que je retiens de ça, c'est que des fois, il vaut mieux en dire moins pour avoir un impact plus puissant. Et le fait que Meg Mason maîtrise aussi bien ses techniques et le fait d'apporter énormément d'émotions dans son récit, je trouve que ça a vraiment servi une des grandes thématiques de ce livre, qui est la santé mentale et qui est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai apprécié ce roman. C'est-à-dire qu'elle parvient à décrire la souffrance psychique avec une véracité qui est vraiment dingue. Quand la narratrice fait une crise de panique, on est dedans, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Pour avoir essayé de me prêter à l'exercice, je peux témoigner que c'est très difficile. En tout cas, je trouve que c'est très difficile à écrire. La souffrance psychique, la détresse psychologique. Et Meg Mason le fait super bien. Ce qu'elle écrit très très bien aussi, c'est les questionnements que la narratrice a autour de sa maladie, qui donc n'est pas diagnostiquée, qui n'a pas de nom, elle ne sait pas ce que c'est. Et pendant tout le roman, elle se demande mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi est-ce que la vie est plus difficile pour moi que pour les autres ? Pourquoi est-ce que moi je trouve la vie aussi difficile à vivre ? J'ai pas de problème majeur dans la vie, j'ai un mari très chouette, j'ai un métier, Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi je suis aussi malheureuse ? Ces questionnements sont à la fois déchirants et très bien amenés. Ce que Meg Mason aborde très bien aussi, c'est autour de ce personnage de Martha, c'est vraiment la question de la famille et des proches, notamment de sa mère, qui est un personnage très excentrique, très dur à vivre. Le personnage du père, qui est extrêmement touchant par moments dans la façon dont il essaye de soutenir sa fille, mais en sachant pas trop comment faire. La relation fusionnelle qu'elle a avec sa sœur, qui est clairement le personnage qui amène le plus d'humour dans le roman parce qu'elle est très 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 drôle. Le personnage de sa sœur est vraiment hilarant. Chaque fois qu'elle parle, on se marre, quoi. C'est punchline sur punchline. Et toutes ces relations familiales assez complexes viennent se complexifier encore avec l'arrivée de la maladie de Martha.
Et notamment la lassitude, voire la rancœur, c'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a des formes de rupture, il y a aussi des retrouvailles. Enfin, je ne veux pas trop vous spoiler, mais voilà, il y a cette espèce de montagne russe des relations familiales qui viennent à la fois être influencées et elles-mêmes influencer la maladie. Et je trouve que cette description des relations familiales, qui est complètement au cœur du livre, hein, puisque notamment aussi la relation amoureuse est liée à la famille, puisque c'est un ami de la famille, etc. Tout ça est extrêmement bien fait, parce que, une fois encore, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans mes romans, parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la famille et tout simplement les relations entre les personnes. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile à écrire qu'une relation réaliste, vraisemblable entre deux personnes. Et là, en lisant ce roman, il y avait certaines scènes de la vie familiale, je me disais ah oui, ça me parle, ça c'est du vrai quoi. Donc chapeau à Meg Mason pour avoir abordé avec autant de finesse des thématiques qui, je trouve, sont pas faciles du tout à écrire. Et du coup, ça a donné un résultat d'un roman que j'ai trouvé vraiment marquant, qui je pense va rester longtemps dans ma tête. Et vraiment, je vous recommande de le lire parce que c'est à la fois un récit qui nous emporte, qui a quelque chose de récréatif, et en même temps, ça fait cogiter, quoi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous lire d'extrait d'Évidemment Martha, parce que j'ai un petit peu dérogé aux habitudes du podcast. Vous le verrez dans la deuxième partie sur l'écriture. J'ai voulu, pour une fois, vous lire quelque chose que j'avais écrit moi. Et comme j'ai pas envie que le podcast fasse 2h30, parce qu'après ça prend des plombes de faire le montage, voilà, passons directement à l'écriture. En plus, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui sur la question de l'écriture. Parce que déjà, ça fait un mois, donc voilà, il se passe des choses en un mois. Donc je vous avais laissé dans le dernier épisode en pleine convalescence de page blanche, c'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, on est maintenant en novembre. Cet été, j'ai vraiment très peu écrit, j'avais beaucoup de blocages. Et il y a un mois, quand j'enregistrais le dernier épisode, j'avais réussi un petit peu à me décoincer à force d'exercices, notamment de lâcher prise beaucoup, du fait principalement de prendre soin de moi et, tiens, on y revient, de ma santé mentale. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, entre-temps, j'ai déménagé. Et voilà, alors est-ce qu'il n'y a que moi qui me souvenais pas que faire un déménagement, c'est épuisant ? Bref, j'ai accumulé beaucoup de fatigue autour de ce déménagement. Je pense que ça tombait à un moment où j'étais déjà fatiguée pour plein d'autres raisons. Et ça m'a couchée par terre. Mais vraiment, j'étais crevée. Là, ça fait 3 semaines, je m'en remets tout juste, quoi. C'est bête, hein. Enfin, j'avais pas tant de trucs à déménager que ça, mais juste, je sais pas, ça m'a achevé. J'étais juste très fatiguée, en fait. Donc, ça a été difficile d'écrire. Et je pense que pendant, au moins 2-3 semaines, j'ai pas du tout écrit. Et vous me voyez venir, j'ai vu arriver le NaNoWriMo, le fameux défi d'écriture du mois de novembre, en me disant oulala, je suis pas prête à écrire du tout. Au final, ça s'est pas si mal passé en fait. J'ai laissé passer les premiers jours de novembre sans écrire, j'avais juste besoin de me reposer, de finir de monter mes meubles, avoir un toit sur la tête, m'occuper de ces choses très logistiques. Et finalement, au bout d'une petite semaine, je me suis quand même remise sur mon manuscrit et j'ai pu boucler la réécriture de la fin des 2 derniers chapitres que j'avais entamés avant mon déménagement. Donc finalement, j'ai validé une étape de plus dans la réécriture de mon manuscrit, donc je suis très contente. L'enjeu maintenant pour les semaines à venir, ça va être d'une part de travailler les chapitres 2 à 5 que je voudrais drastiquement raccourcir. Et ça, c'est vraiment très difficile à faire. J'ai donc commencé la semaine dernière, je vais continuer encore demain. Demain, c'est ma journée écriture. Ah, qu'est-ce que je trouve ça galère. Parce qu'en fait, quand on coupe une scène, le problème, c'est que, personnellement, toutes les scènes que j'ai intégrées dans mon manuscrit, c'est parce que je considérais qu'elles avaient une fonction dans l'histoire. Donc, en fait, chaque scène apporte des informations nouvelles, soit sur les personnages, soit sur l'intrigue. Il y a des événements qui sont réutilisés par la suite. Donc, même quand objectivement, je vois qu'une scène, elle est de trop, je me dis non, ce chapitre, il est trop long, c'est assez répétitif, on a plusieurs scènes qui se passent dans la même pièce, avec à peu près les mêmes personnages, on devrait pouvoir en couper une ou deux. Sauf que qu'est-ce que je fais de toutes ces informations
que j'avais mises dans cette scène et dont j'ai besoin pour la suite du roman. Et ça, c'est hyper technique à faire. En fait, j'en parlais ce week-end avec ma famille, je disais, il y a vraiment un double défi, je trouve, dans le fait de couper. C'est qu'il y a une difficulté qui est d'ordre émotionnel. C'est dur d'enlever des scènes qu'on s'est amusé à écrire, qui nous plaisent en fait. Enfin, c'est un peu... Je sais qu'il faudrait que je m'en détache, et il faut que je m'en détache. Les Anglais disent « kill your darlings », faut tuer ces petits bébés. Voilà. Et puis, il y a aussi un aspect super technique qu'il ne faut pas faire référence 50 pages plus loin à un truc qui était dans la scène qu'on a coupée. Après, on a des couacs, des bugs en fait dans le manuscrit. Donc voilà, ça c'est vraiment mon grand défi pour les semaines à venir. Je veux absolument raccourcir ces premiers chapitres qui traînent trop en longueur. Et quand j'aurai fait ça, il me restera une dernière grosse étape avant de considérer mon manuscrit comme à peu près propre, normalement. Ce sera de retravailler les intrigues et les personnages secondaires. Parce que j'ai pas mal de personnages quand même dans ce manuscrit. Et il est ressorti de mes bêta-lectures et aussi, bêta-lecture, c'est le fait que j'ai demandé à des personnes de lire le roman, le manuscrit pour moi et de me faire des retours. Et c'est vrai qu'il est ressorti de plusieurs personnes qui l'avaient lu et même de mes relectures à moi que certains des personnages secondaires sont forcément moins travaillés que les personnages principaux et du coup peuvent tendre vers un petit peu la caricature et ça c'est quelque chose qui personnellement me déplaît énormément. Et donc je voudrais redonner de la vraisemblance à ces personnages, remettre de la cohérence dans leur histoire, mais aussi la relier plus nettement à l'intrigue principale. Parce qu'en fait, chacune de ces petites intrigues secondaires, ce qui arrive aux personnages secondaires, ça vient nourrir normalement l'histoire principale. Et donc je voudrais que ça soit plus évident en quoi ça nourrit l'intrigue principale, et aussi retravailler un petit peu leur transformation, faire en sorte que ces personnages y changent au cours du roman pour pas qu'ils soient caricaturaux, pour que ce soit des personnages vivants, des personnages humains. La question dans tout ça, c'est où est-ce que je m'arrête ? Parce que, comme vous voyez, il me reste beaucoup de travail, mais c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé en intro du podcast, je suis déjà sur la V4 de mon manuscrit. Alors quand je dis version 4, en vrai, il y a même plein d'autres versions intermédiaires, mais on va dire que c'est ma 3e grosse fois que je le réécris, que je le remets sur l'établi. Ça fait quasiment 2 ans que j'ai terminé le premier jet et que je suis dans les réécritures. Et là, je le sais, il va falloir un moment que je m'arrête, il va falloir que je l'envoie aux maisons d'édition. D'autant plus que j'ai super envie de travailler sur ce manuscrit avec une éditrice ou un éditeur qui aurait envie de m'aider à améliorer mon texte. Voilà, ça, ce sera un peu quelque chose à voir dans les semaines et les mois qui viennent, c'est quand est-ce que j'arrête et j'envoie. Et le NaNoWriMo, donc, dans tout ça. Donc, le NaNoWriMo, c'est ce fameux défi du mois de novembre où on essaye normalement d'écrire 50 000 mots en un mois, donc comme un court roman. Moi, cette année, vu l'état de fatigue dans lequel j'étais, mais aussi vu le fait que, en fait, j'ai pas envie d'entamer un 3e manuscrit, d'inventer un 3e roman, alors que je voudrais déjà réécrire les 2 que j'ai. Parce que ces 2 dernières années, donc novembre 2020 et novembre 2021, j'ai fait le NaNoWriMo, donc 2 fois de suite. 2 fois de suite, je l'ai réussi, entre guillemets, c'est-à-dire que 2 fois de suite, j'ai réussi à écrire plus de 50 000 mots. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec 2 manuscrits. Wouh, c'est génial. Mais maintenant, quid de la réécriture ? Tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas faire le NaNoWriMo au sens classique du terme cette année. Au lieu de ça, j'ai vraiment décidé de quand même prioriser l'écriture dans mon emploi du temps par rapport au mois précédent, de lui donner plus de place, alors notamment pour ma réécriture de mon manuscrit, mais aussi tous les jours ou presque, je prends vraiment le temps d'écrire dans mon petit carnet personnel, un peu comme un journal intime. Je fais vraiment de l'écriture automatique, j'écris tout ce qui me passe par la tête, et ça me fait du bien. C'est trop bien. Franchement, je pense sincèrement que c'est à la portée de tout le monde. Et si vous en avez un peu gros sur la patate, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes triste ou même si vous êtes contente ou content, essayez d'écrire, mais en mode automatique, comme un flot de pensée. Franchement, ça fait trop du bien, je trouve. Et bien sûr, je continue à écouter beaucoup de podcasts d'écriture. Et l'autre jour, j'ai écouté une interview d'une autrice japonaise qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, qui est une poétesse notamment, que je ne connaissais pas et qui parle très bien français, donc l'interview était en français. C'était un peu une interview / masterclass. Et dans sa masterclass, Ryoko Sekiguchi
donnait des mini-exercices d'écriture, des trucs très très courts qu'il fallait faire en 10 minutes. Et du coup, je me suis prêtée à son exercice d'écriture qu'elle proposait et qui, en plus, me ressemble tout à fait dans les thématiques que j'aime aborder, puisque le thème, c'était « Écrivez une recette pour cuisiner la faim ». Et la faim au sens de quand on a un petit creux. Dès que j'ai entendu le thème, j'ai mis le podcast sur pause, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit ceci. Une recette pour cuisiner la faim. C'est ballot, je viens juste de finir de manger. Il va donc falloir que j'aille chercher une vieille faim de secours au fond du placard, un peu rance et au relent de kimchi, une faim de derrière les fagots. Ou alors je peux me tourner vers la faim du cœur, comme dit mon papa, celle qu'on a toujours à portée de main, à fleur de poitrine, qui réclame des carreaux de chocolat en fin de repas et une tasse de thé chaud quand il faut se mettre à travailler. Cette faim-là, au contraire, je n'aurais pas besoin de la cuire longuement pour l'attendrir. Elle est très volatile, soluble, comme une poudre. Elle s'accommode volontiers de sucre, de cacao, d'épices chai, d'une pincée de sel de Guérande. Ce soir, en honneur au pays natal de Ryoko, je vous propose de faire mousser une envie de sucré façon thé matcha. Pour cela, il vous faudra une petite faim de poitrine, un ventre plein, une cuillère à soupe de cacao Van-Houten en poudre, une demi-cuillère à café d'épices chai finement moulues, de l'eau frémissante dans une grosse théière en fonte qui passe sa journée sur le coin du poêle, une cuillère à soupe de sucre gervoise et un solide bol en grès de karatsu. Au fond du bol, de préférence orné de feuilles d'érable saisonnières, versez toutes les poudres et mélangez-les soigneusement avec une cuillère en bois. Attention à ne pas éternuer. Ensuite, versez lentement un filet d'eau frémissante tout en battant énergiquement avec un fouet en bambou. Quand le mélange est bien mousseux, saisissez le bol à deux mains et soufflez-y votre petite faim du bout des lèvres. Buvez ensuite en émettant de grands de manière à bien imprégner votre ventre plein. C'est prêt! Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 20 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que la petite lecture vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous aimez lire des romans à la chronologie bousculée, où la fin nous est révélée dès le début? Dites-le moi en commentaire ou bien directement sur Insta @lapagesensible tout attaché. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai du roman Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Sa plume vraiment hors du commun, à la fois poétique et affûtée comme un bistouri, m'a beaucoup inspirée. À très bientôt! Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.